Dimanche 7 décembre 2024, 3 heures du matin. Dans l'obscurité de Cotonou, des hommes en treillis se déplacent silencieusement. Des véhicules militaires convergent vers des points stratégiques. Des communications cryptées s'échangent dans la nuit. Dans quelques heures, le Bénin va basculer. Mais qui tire vraiment les ficelles? Le lieutenant-colonel Pascal Tigri qui apparaîtra à la télévision? Les soldats frustrés qui le suivent? Ou des forces plus obscures qui manipulent dans l'ombre? Cette nuit de confusion révèle un enchevêtrement d'intérêts, de complots et de trahisons qui dépassent largement les frontières du Bénin. Commençons par le suspect numéro 1, l'armée béninoise elle-même. Le comité militaire pour la refondation ne sort pas de nulle part. Ces hommes qui tentent de prendre le pouvoir le 7 décembre sont des soldats épuisés, humiliés, abandonnés. 121 de leurs camarades sont morts entre 2021 et décembre 2024 face aux djihadistes. 70 tués en une seule attaque en avril. Les survivants reviennent traumatisés, sans soutien psychologique. Les familles des martyrs mendient pour survivre. Les blessés pourrissent dans des hôpitaux délabrés. Pendant ce temps, les généraux de salon, ceux qui n'ont jamais vu le feu, obtiennent les promotions et les privilèges. La colère gronde depuis des mois dans les casernes. Le 7 décembre, elle explose. Pascal Tigri n'est pas un illuminé isolé. C'est un officier respecté qui a vu ses hommes mourir. Quand il prend la télévision nationale, il ne lit pas un communiqué préparé par d'autres. Il exprime la rage de toute une génération de militaires sacrifiés sur l'autel de l'incompétence gouvernementale. Ces mots résonnent dans chaque caserne du pays. Dégradation de la situation sécuritaire, négligence envers les soldats tombés au front, promotions injustes. Ce n'est pas un putsch d'opportunistes. C'est un cri de désespoir de l'armée républicaine. Mais creusons plus profond. Qui a intérêt à voir Talon tomber? La liste est longue, très longue. Trop longue peut-être pour que ce coup d'État soit vraiment spontané. Commençons par l'opposition politique béninoise, décapitée mais pas morte. Les démocrates de Boni Yayi, exclus de la présidentielle de 2026, ont toutes les raisons de vouloir un changement de régime. Leur candidat Renaud Agbodjo ne peut pas se présenter. Leur leader historique est en exil. Leurs militants sont harcelés. Leur seul espoir? Un renversement du système. Rekia Madougou, du fond de sa cellule à la prison d'Akpromisserete, incarne cette opposition martyrisée. 1371 jours de détention au 7 décembre 2024. Ses partisans n'ont pas oublié. Ils attendent. Ils espèrent. Ils complotent peut-être. Les réseaux de l'opposition, même décapités, restent actifs dans l'ombre. Des financements circulent. Des messages codés s'échangent. Des alliances se nouent. L'opposition politique n'a peut-être pas organisé le coup, mais elle l'a certainement espéré. Regardons maintenant vers le nord, vers ses voisins devenus hostiles. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, tous dirigés par des juntes militaires qui voient en Talon un ennemi. Le président béninois a soutenu les sanctions de la CEDEAO contre eux. Il a fermé ses frontières. Il a bloqué le pétrole nigérien. Il est perçu comme le laquais de la France dans la région. Pour les colonels de Bamako, Ouagadougou et Niamey, la chute de Talon serait une victoire stratégique. Ces juntes ont les moyens de déstabiliser le Bénin. Elles contrôlent les zones frontalières d'où partent les attaques djihadistes. Elles peuvent ouvrir ou fermer le robinet terroriste à volonté. Elles ont des contacts dans toutes les armées de la région. Des officiers béninois ont été formés dans les mêmes écoles militaires que leurs collègues maliens ou burkinabés. Les liens personnels transcendent les frontières. Un coup de fil, un message WhatsApp, une promesse de soutien, et la machine se met en marche. La Russie rôde aussi dans cette affaire. L'Africa Corps, ex-Wagner, est présente au Mali, au Burkina, au Niger. Ces agents cherchent à étendre leur influence. Le Bénin, dernier bastion pro-occidental de la région, est une cible prioritaire. Renverser Talon, c'est porter un coup fatal à l'influence française en Afrique de l'Ouest. C'est ouvrir la porte à une présence russe sur l'Atlantique. C'est achever la reconfiguration géopolitique de la région. Les Russes ont l'expérience des coups d'État. Ils ont aidé à renverser Ibeka au Mali, Kaboré au Burkina. Ils maîtrisent l'art de la désinformation, de la manipulation, de la déstabilisation. Leurs comptes sur les réseaux sociaux attisent la colère anti-Talon depuis des mois. Leurs agents recrutent dans les casernes. Leur argent circule dans les milieux militaires. Sont-ils derrière le coup du 7 décembre? Impossible à prouver. Mais leur ombre plane sur cette nuit de confusion. N'oublions pas les djihadistes. Le JNIM d'Al-Qaïda a tout intérêt à voir le Bénin sombrer dans le chaos. Un coup d'État militaire créerait le désordre parfait pour étendre leur influence. L'armée divisée, le pouvoir vacant,
les frontières non surveillées, le paradis pour les terroristes. Ils n'ont pas organisé le putsch, c'est certain. Mais ils l'ont peut-être encouragé, facilité, en intensifiant leurs attaques pour pousser l'armée à bout. Les réseaux mafieux aussi ont leur raison. Le Bénin est une plaque tournante du trafic de drogue, d'armes, d'êtres humains. Talon, malgré tous ses défauts, a tenté de mettre de l'ordre dans ce chaos criminel. Les barons de la drogue nigérians, les trafiquants d'armes sahéliens, les passeurs libyens, tous ont perdu des millions à cause de sa politique sécuritaire. Un régime militaire désorganisé leur permettrait de reprendre leurs affaires. Et puis il y a les intérêts économiques occultes, des hommes d'affaires évincés par Talon, des concurrents de Romuald Wadani, des perdants du système qui rêvent de revanche. Le Bénin génère des milliards de dollars de revenus portuaires. Qui contrôle le pouvoir contrôle cette manne. Les enjeux financiers sont colossaux, assez pour financer un coup d'État. Même au sein du régime, des fissures apparaissent. Des ministres ambitieux qui se voient déjà présidents. Des députés frustrés de n'être que des faire-valoir. Des conseillers écartés qui ruminent leur vengeance. Le clan Talon n'est pas monolithique. Les rivalités existent. Les trahisons sont possibles. Quelqu'un de l'intérieur a-t-il facilité le coup? Ouvert des portes? Fourni des informations? La vitesse de la réaction gouvernementale pose question. Comment Talon a-t-il su si vite? Comment le Nigeria a-t-il pu intervenir si rapidement? Tout se passe comme si le pouvoir attendait ce coup d'État, comme s'il était prévenu, comme s'il avait laissé faire pour mieux écraser. Un piège? Une manipulation? Une provocation contrôlée pour justifier une répression accrue? Cette théorie du coup d'État piégé n'est pas absurde. Talon avait besoin de resserrer les rangs avant 2026. Quoi de mieux qu'une tentative de putsch pour justifier une purge militaire? Pour obtenir le soutien international? Pour faire taire les critiques sur sa gouvernance? Le 7 décembre lui offre tout cela sur un plateau d'argent. Analysons la chronologie de cette nuit. 3 heures du matin, premier mouvement de troupes. 4 heures, prise de position stratégique. 5 heures, assaut sur la résidence présidentielle. 6 heures, prise de la télévision nationale. 7 heures, diffusion du communiqué. 8 heures, contre-offensive gouvernementale. 9 heures, intervention nigériane. Midi, situation sous contrôle. Trop rapide, trop fluide, trop parfait. Un vrai coup d'État, c'est le chaos, c'est la confusion, c'est l'improvisation. Là, tout semble millimétré. Les putschistes prennent la télévision mais ne coupent pas Internet. Ils annoncent la destitution mais ne montrent pas Talon arrêté. Ils ferment les frontières mais laissent les avions nigérians entrer. Trop d'incohérence, trop d'amateurisme, ou trop de mise en scène. Les vrais bénéficiaires de cette nuit de confusion sont paradoxalement Talon et ses alliés. Le président sort renforcé. L'opposition est encore plus muselée. L'armée est purgée. Le Nigeria justifie sa tutelle. La France légitime son aide militaire. La CEDEAO valide son intervention. Tout le monde y gagne. Sauf le peuple béninois. Revenons aux putschistes eux-mêmes. Qui est vraiment Pascal Tigri? Son parcours militaire est flou. Ses connexions sont obscures. Ses motivations sont ambiguës. Est-il un patriote désespéré ou un pion manipulé? Un héros tragique ou un idiot utile? Les 12 soldats arrêtés avec lui parlent-ils? Que révèlent-ils? Leur confession reste secrète. Trop sensible peut-être. Les services de renseignement jouent un rôle trouble dans cette affaire. La DGSE française savait-elle? La NIA nigériane était-elle informée? Les services béninois ont-ils laissé faire? Les câbles diplomatiques qui fuiteront dans quelques années révéleront peut-être la vérité. Pour l'instant, le brouillard de guerre obscurcit tout. Les médias aussi ont leur part de responsabilité dans cette confusion. Les premières dépêches parlent d'un coup d'État réussi, puis d'une tentative, puis d'un incident isolé. Les versions changent d'heure en heure. Les sources se contredisent. Les témoignages divergent. Qui croit? Que croit? La vérité se perd dans le flot des fake news et de la propagande. Les réseaux sociaux s'enflamment. Des vidéos circulent. Vraies ou fausses? Des audios fuient. Authentiques ou fabriqués? Des documents apparaissent. Originaux ou falsifiés? La guerre de l'information fait rage. Chaque camp pousse sa narrative. La confusion est totale. C'est peut-être le but recherché. Regardons les précédents historiques. Le Bénin a connu plusieurs coups d'État. Le dernier remonte à 1972. Mathieu Kérékou prend le pouvoir. Il restera 17 ans. Les Béninois s'en souviennent. Ils savent qu'un coup d'État peut durer.
que la démocratie retrouvée peut se perdre à nouveau. Cette mémoire collective joue-t-elle un rôle le 7 décembre? Les acteurs régionaux observent et calculent. Le Togo de Faure Gnassingbé tremble. Si Talon tombe, il est le prochain sur la liste. Le Ghana démocratique s'inquiète de la contagion putschiste. La Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara mobilise ses troupes. Tous ont intérêt à ce que Talon survive. Mais tous préparent aussi l'après-Talon. La France joue sa partition habituelle. Soutien officiel à Talon. Condamnation du putsch. Mais dans les couloirs de l'Élysée, on prépare déjà le plan B. Si Talon tombe, il faudra négocier avec les putschistes. Comme au Mali, comme au Burkina, comme au Niger. Paris a appris à être pragmatique. Les principes démocratiques s'effacent devant les intérêts stratégiques. Les États-Unis restent étrangement silencieux. Pas de condamnation immédiate, pas de soutien appuyé. Washington observe, évalue, calcule. Le Bénin n'est pas prioritaire pour l'Amérique, mais la base de drones qu'elle envisage d'y installer l'est. Peu importe qui gouverne, tant que les drones peuvent voler. La Chine, discrète mais présente, a ses propres intérêts. Les contrats d'infrastructure, les prêts massifs, les projets de développement. Pékin ne veut pas d'instabilité, mais ne veut pas non plus s'aliéner de futurs dirigeants. Alors elle attend. Elle observe. Elle se prépare à tous les scénarios. L'Union africaine émet ses condamnations rituelles. Mais qui écoute encore Addis Abeba? L'organisation continentale a perdu toute crédibilité. Elle n'a rien pu faire au Mali, au Burkina, au Niger. Elle ne peut rien faire au Bénin. Ces communiqués sont des exercices de style sans impact réel. Les think tanks et les experts s'agitent. Analyses contradictoires. Prédictions hasardeuses. Recommandations inutiles. Chacun y va de sa théorie. Complot français. Manipulation russe. Déstabilisation djihadiste. Coup d'État authentique. Mise en scène gouvernementale. La cacophonie intellectuelle ajoute à la confusion générale. Au milieu de ce chaos, le peuple béninois est le grand oublié. Que veut-il vraiment? Talon les putschistes? La démocratie ou la stabilité? Le changement ou la continuité? Personne ne lui demande son avis. Personne ne l'écoute. Il est spectateur de son propre destin, victime de jeux de pouvoir qui le dépassent. Les marchés de Cotonou bruisent de rumeurs. Les taximotos colportent les dernières nouvelles. Les maquis débattent jusqu'à l'aube. Le peuple a sa propre analyse, plus proche de la vérité peut-être que toutes les expertises officielles. Il sait qui souffre, il sait qui profite, il sait qui ment. Cette nuit du 7 décembre révèle les fractures profondes du Bénin. Armée contre gouvernement, peuple contre élite, nord contre sud, jeunes contre vieux, musulmans contre chrétiens. Toutes les lignes de faille s'activent simultanément. Le pays se fissure, se fragmente, se délite. Qui veut vraiment renverser Talon? La réponse est terrible. Presque tout le monde. L'armée frustrée, l'opposition muselée, les voisins hostiles, les djihadistes opportunistes, les mafieux cupides, les puissances étrangères cyniques, même certains de ses alliés qui préparent l'après. Talon est l'homme le plus haï du Bénin. Sa survie le 7 décembre est un miracle, ou un sursis. Car la vraie question n'est pas qui veut renverser Talon, mais pourquoi il n'a pas encore été renversé. La réponse tient en deux mots, France et Nigeria. Sans le soutien de Paris et Abuja, Talon serait déjà tombé. Les véhicules français et les bombes nigérianes sont ses derniers remparts. Mais ces remparts sont fragiles. Ils peuvent céder à tout moment. La confusion de cette nuit du 7 décembre cache mal une réalité simple. Le régime de Talon est en phase terminale. Il survit sous perfusion étrangère. Il gouverne par la peur et la répression. Il n'a plus de légitimité populaire. Il n'a plus de projet politique. Il n'a plus d'avenir. La question n'est pas si Talon tombera, mais quand et comment. Les scénarios possibles sont multiples. Un nouveau coup d'État militaire, mieux préparé. Une insurrection populaire, spontanée et massive. Une implosion du régime, minée par ses contradictions internes. Une transition négociée, orchestrée par les puissances régionales. Un effondrement sécuritaire, sous les coups des djihadistes. Tous ces scénarios circulent dans les chancelleries, les casernes, les marchés. Le dénouement approche. 2026 est dans moins de 2 ans. Les élections prévues seront-elles organisées? Talon ira-t-il au bout de son mandat? Ouadani lui succédera-t-il vraiment? Ou tout explosera-t-il avant? Les paris sont ouverts. Les complots se multiplient. Les alliances se recomposent. Cette nuit du 7 décembre 2024 restera dans l'histoire comme le début de la fin.
Le moment où le vernis démocratique s'est définitivement craquelé, où la violence a ressurgi, où la confusion est devenue la norme. Le Bénin est entré dans une zone de turbulence dont personne ne connaît l'issue. Qui veut renverser Talon? Une dernière hypothèse, la plus troublante, et si c'était Talon lui-même, épuisé par le pouvoir, écœuré par la trahison, effrayé par l'avenir. Peut-être cherche-t-il une porte de sortie honorable, un exil doré négocié, une amnistie garantie. La théorie est folle, mais dans cette nuit de confusion, même la folie devient plausible. La vérité sur le 7 décembre 2024 ne sera peut-être jamais connue. Trop d'intérêts en jeu, trop de secrets à protéger, trop de mensonges à maintenir. Les archives resteront scellées, les témoins disparaîtront, les preuves s'évaporeront. Ne restera que la confusion. Cette confusion qui arrange finalement tous ceux qui profitent du chaos béninois. Mais une chose est certaine, cette nuit a changé le Bénin à jamais. Le pays ne sera plus jamais le même. La confiance est brisée. Les institutions sont délégitimées. L'armée est fracturée. La société est polarisée. Le Bénin est entré dans une spirale de violence et d'instabilité dont il mettra des années à sortir. Sitôt est qu'il en sorte un jour. Le 7 décembre 2024, le Bénin a basculé. Dans quoi? Personne ne le sait vraiment. C'est cela, la vraie confusion de cette nuit. Nous savons que tout a changé, mais nous ne savons pas vers quoi nous allons. L'incertitude est totale. L'angoisse est palpable. La peur est partout. Le Bénin navigue à vue dans la tempête. Et personne ne tient vraiment la barre. Qui veut renverser Talon? Tout le monde et personne. C'est le paradoxe béninois. Tous veulent sa chute, mais personne n'ose vraiment agir. Tous complotent, mais personne ne frappe le coup décisif. Tous attendent, mais personne ne sait quoi. Cette paralysie dans l'action et cette frénésie dans l'intrigue créent cette confusion totale qui caractérise désormais la politique béninoise. Le réveil sera brutal. Pour Talon, pour ses opposants, pour ses alliés, pour le peuple, pour la région, pour tous ceux qui croient contrôler la situation. Car personne ne contrôle rien. Le chaos a sa propre logique. La confusion a sa propre dynamique. Et dans cette nuit du 7 décembre, c'est le chaos et la confusion qui ont gagné.